Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça se connecte. Voilà, il y a du monde qui arrive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième session des vendanges en ligne. Alors, c'était supposé être la troisième session, mais notre deuxième intervenant, Sébastien Zito, a eu un petit contretemps. Il est resté coincé sur l'île de la Réunion la semaine où il y a eu le cyclone, donc il n'a pas pu donner sa conférence la semaine dernière. Mais il sera bien présent jeudi prochain, même heure, avec Nachidil qui sera là pour vous accueillir. Donc, on espère que vous serez là. Et donc, cette deuxième conférence va traiter du vignoble bordelais en crise sous un aspect de géographie. Donc, je vais laisser Nachidil présenter notre intervenant et ensuite on pourra commencer. Merci beaucoup Manon. Alors, et désolée, je suis malade. Ma voix me fait un peu défaut, mais je vais tout faire pour qu'elle tienne quand même. Donc effectivement, on est aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour ce du coup deuxième rendez-vous des vendanges en ligne autour de la thématique le vignoble bordelais au défi de l'avenir, regard croisé. On a eu une première conférence il y a 2 semaines de Stéphanie Lachaud avec un prisme historique qui nous a permis de bien fixer les bases de cette question-là, hein, de cette question d'un vignoble au défi de l'avenir finalement, qui est une question qui est récurrente et qui n'est pas neuve. Aujourd'hui, on va avoir un prisme géographique avec Raphaël Schirmer, qui est maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et que je remercie chaleureusement d'avoir accepté l'invitation. Raphaël est géographe, il travaille sur la vigne et sur le vin et il s'intéresse en particulier à la place et à la signification que revêt le vin dans nos sociétés. Euh, Raphaël a initialement travaillé dans le cadre de sa thèse de doctorat sur le vignoble nantais. Et puis, au fur et à mesure des années et des recherches, il a élargi son horizon à d'autres vignobles, et puis également à la question de la consommation de vin. Euh, Raphaël est également l'auteur de plusieurs ouvrages autour de cette question. Je vous recommande notamment Bordeaux et ses vignobles, un modèle de civilisation qu'il a dirigé et qui est paru en 2020. Voilà, sur la question de la diversité des vignobles bordelais et de la diversité des enjeux également. Cet ouvrage fera très certainement écho à ce qui va être dit en partie aujourd'hui. Et puis d'autres ouvrages comme Vigne et vin, paysages et civilisations millénaires, ou encore La classe mondiale du vin, la fin d'un ordre consacré, avec Hélène Velasco-Gracier. Donc, de multiples ouvrages, de multiples articles également, articles scientifiques, que je ne vais pas tous citer, mais je vous invite très chaleureusement à aller découvrir la richesse des écrits de Raphaël Schirmer. Et puis, on va donc aujourd'hui aborder une thématique qui, je crois savoir, mais Raphaël nous en dira plus, qu'il va prendre la question du défi de manière frontale en, en posant au-delà du défi la question de la crise. Et donc, le prisme que va aborder Raphaël Schirmer, mais je ne vais pas parler à sa place, c'est face à cette crise, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les capacités de résilience du vignoble, quelles sont les voies pour le futur. Donc, un constat qui est celui qu'il va poser, puis des pistes de réflexion et des pistes voilà, de développement et peut-être de réflexion collective. Je vous invite donc à écouter cette conférence et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un petit, vous le voyez sur votre écran, la petite icône Q et R en bas de votre écran. Donc vous n'avez qu'à cliquer dessus et nous envoyer vos questions. Je les recevrai tout au long de cette conférence et pourrai à la fin me faire votre voix. Et donc j'utiliserai, j'investirai les questions que vous avez posées pour pouvoir ouvrir la discussion avec Raphaël Schirmer.
Je vous remercie et très bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci Manon, merci Nachidil pour cette introduction. Je tiens à remercier le CIVB qui m'a fourni quelques statistiques, mais je préviens que ce que je vais dire, le propos que je tiendrai, n'engage que moi. Alors, je voudrais, si vous le permettez, partager mon écran pour démarrer. Je crois que j'arrive pas à le mettre en plein écran. Attendez, voilà, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, merci. C'est parfait. Alors, je souhaitais démarrer sur cette photographie que j'ai pu prendre à Saint-Émilion le 10 janvier dernier, pour qu'on essaie ensemble d'y voir une sorte de métaphore, celle d'un vignoble, assez paradoxalement, hein, qui est dissimulé par les flocons de neige et qu'il va nous falloir découvrir sur certains de ses aspects au moins. Ces vignes qui sont au premier plan, elles sont en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt, je veux dire par là la vigne qui cache le vignoble au sens de campagne, c'est-à-dire à mon sens, et je souhaiterais à travers cette présentation montrer à quel point le vignoble bordelais, au sens de campagne viticole, est trop ignoré, pêché par la vigne en tant que production. Or, nous avons là une sorte de ressource territoriale qui, à mon avis, est intéressante à explorer, à exploiter dans un contexte de concurrence nationale et internationale qui est accrue. Dans ce propos qui sera le mien, je vais chercher à apporter un début de réponse aux éléments de crise qu'on va dresser ensemble, qui, je le conçois bien, est sans doute insuffisant. J'ai bien conscience aussi que ça ne suffira sans doute pas, que la crise est profonde, qu'il y a certainement d'autres voies, et que si ce que je vais proposer était adopté, je le souhaite bien évidemment, ça demanderait du temps avant que ça ne puisse matérialiser ses effets. Il faudrait une action sur le vignoble et qui, en fait, viserait à modifier l'image que l'on peut avoir du vignoble bordelais. Nous sommes donc face à un vignoble en crise. Le signe sans doute le plus perceptible et qui a transparu dans l'actualité ces derniers temps, sans doute traumatique aussi pour pas mal de personnes, c'est cette situation qui amène à un arrachage des vignes. Approximativement 8000 hectares vont être supprimés, ce qui représente sur un vignoble qui en compte 108 000, finalement pas tant que ça, mais pas loin du dixième, et qui surtout est concentré dans certains espaces, hein, je pense à l'Entre-deux-Mers par exemple, qui est beaucoup plus concerné. Donc ce symptôme qu'on a là d'un arrachage de vignes, eh bien, répond à une crise qui est beaucoup plus importante, sur laquelle je vais revenir, auxquelles s'ajoutent des difficultés importantes de mévente qu'on évoquait, mais qui peut se greffer sur des difficultés récurrentes pour certains viticulteurs ou viticultrices. Je pense notamment à la grêle récente de juin 2022 qui a éradiqué pratiquement 10% des surfaces du vignoble, ou du gel à 3 reprises en 2017, 2019 et dernièrement en 2022, en avril 2022. Le vignoble bordelais a été touché par le gel. Il faut avoir en tête qu'il est fort possible que cette sensibilité au gel, voire à la grêle aussi, s'accroisse dans les années qui viennent avec le dérèglement climatique, comme le rappelle le GIEC en 2014, qui évoquait ces possibles catastrophes qui pourraient toucher différentes régions, notamment les régions viticoles. Je voulais rappeler tout d'abord que les crises, hélas, bien évidemment, sont récurrentes dans l'histoire des vignobles. Alors, je ne vais pas reprendre des éléments historiques, mais juste vous citer très rapidement les grandes crises du 19e siècle, hein, que sont celles, par exemple, du phylloxéra, qui démarre sans doute en 1865, mais prend son extension la plus considérable en 1873. Ce sera encore la crise du mildiou en 1880, et plus récemment, par exemple, la violente crise qui s'était abattue sur les vins blancs en 1975-1976, ou plus proche de nous, en 2010, mais on pourrait se poser la question de savoir dans quelle mesure la crise de 2010 ne s'étend pas jusqu'à présent et ne serait pas finalement seulement une crise conjoncturelle, mais aussi davantage une crise qui serait beaucoup plus structurelle. Crise qu'aurait en quelque sorte, je vais essayer de vous le montrer, dissimulé l'ouverture du marché chinois et la très très forte consommation qu'il y a eu un temps donné en Chine. Puisque crise il est intéressant en fait d'essayer de travailler et de réfléchir aux modalités de cette crise. Alors, elles sont bien évidemment d'une rare complexité, et je tiens à préciser qu'en 30 minutes, je n'aurai pas le temps d'envisager non seulement toutes les problèmes avec la même acuité, non plus d'y apporter des réponses, surtout que je serais bien incapable de le faire sur certains sujets. Mais cette crise, elle pose la question de la réponse que peut fournir le vignoble bordelais
ou des réponses qu'il peut essayer de fournir pour en sortir. Avant d'aller plus loin dans l'analyse de cette crise, je tiens à rappeler en fait que la particularité du vignoble bordelais est double. Tout d'abord, sa dimension. C'est un des premiers vignobles de France avec 5300 viticulteurs. Je le disais tout à l'heure, 100 000 hectares, même davantage que ça, 108 000. 552 millions de bouteilles produites en 2022, c'est vous dire l'ampleur, et ce qui équivaudrait à peu près à 18 bouteilles vendues chaque seconde dans le monde. C'est dire à quel point nous avons là un véritable paquebot qu'il est certainement très difficile dont il est certainement très difficile de modifier la trajectoire. Deuxième caractéristique intéressante et importante à mes yeux, ce que j'ai appelé dans l'ouvrage Vignoble bordelais dont Chedil a parlé et que je vais évoquer, c'est sa puissance. À mon sens, le vignoble bordelais concentre sans doute mieux qu'ailleurs des tas de particularités que certains autres vignobles ont, mais pas toujours remplis de la même manière ou pas réalisés de la même manière, alors qu'à Bordeaux, on les trouve. Ce qui peut être aussi parfois sa faiblesse. Mais je vais prendre 3 exemples, parmi bien d'autres, très brièvement, pour vous donner un peu d'idée justement de cette puissance. Alors on pourrait commencer par les coopératives, 22 coopératives dans le vignoble bordelais, dont certaines font quasiment vivre des territoires. Je pense aussi bien à Tutiac sur les abords de la Charente, du département de Charente, que Rozan dans l'Entre-deux-Mers, qui ont eu un rôle et ont toujours un rôle très important dans certaines des campagnes. Deuxième exemple, ce serait celui des négociants. Les négociants bordelais, les maisons de négoce sont au nombre de 300 et, pour aller vite, donner un exemple, sont capables, moi je suis impressionné par cette prouesse, de vendre des vins pratiquement partout sur la planète et notamment d'atteindre les marchés asiatiques sans trop de difficultés. Pensez que certains vignobles n'arrivent pas à exporter en Asie, n'ont pas la puissance, n'ont pas les liens, n'ont pas les connexions, ne maîtrisent pas la langue, etc. Bordeaux le fait, je dirais, sans grande difficulté en quelque sorte. Troisième élément, très important à mes yeux, c'est une capacité à former les gens, par exemple. Bordeaux est capable de former aussi bien les jeunes que les moins jeunes dans le cadre d'une formation continue, une reprise d'études. Et cela, je serais tenté de dire, depuis la taille de la vigne jusqu'à des thèses de très haut niveau, comme il peut s'en tenir à l'ISVV, par exemple. Dans l'ouvrage Vignoble bordelais, que j'ai eu la chance et la joie de diriger, paru aux éditions Sud-Ouest, j'ai proposé, pour essayer de comprendre en fait cette espèce de cœur ou de moteur qui est celui du vignoble bordelais, d'évoquer l'idée de vortex, qu'on peut considérer comme étant, vous voyez, une circulation atmosphérique tourbillonnaire. Et je voulais prendre comme image, pour que vous ayez ça en tête, pardon de faire une petite publicité, mais cet escalier que vous avez dans un des cavistes de la ville de Bordeaux, bien connu, et qui donne une idée de tout un ensemble d'acteurs qui gravitent autour du cœur. Alors là, en l'occurrence, ce sont les bouteilles, mais ce sont tous ces acteurs, viticulteurs, viticultrices, mais aussi négociants. Ça peut être aussi les gens qui travaillent dans le domaine de la publicité, dans le domaine du droit, dans le domaine des transports, etc., qui vont donc faire que le vignoble bordelais, en fait, est d'une très rare complexité, avec une force, bien évidemment, qui peut-être être aussi une sorte de faiblesse, hein, mais le nombre de personnes qui travaillent sur la vigne ou autour de la vigne. Nous sommes donc en présence d'un vignoble qui est en fait un système très complexe, et ce que je voudrais essayer de voir avec vous, au moins sur certains aspects, c'est justement sa capacité de répondre au choc qu'il connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire sa capacité à être résilient. Alors ce système, pour aller vite et donner quelques éléments, est à mon avis marqué par au moins 5 caractéristiques majeures. La multitude d'acteurs, je l'évoquais, dans des tas de branches différentes. Le fait qu'ils soient en constante évolution également, hein, soumis bien sûr à des évolutions conjoncturelles par exemple et économiques. Le fait qu'il interfère aujourd'hui à de multiples échelles, le local est imbriqué dans le mondial, hein, le fait que les Chinois consomment du vin eh bien, a des implications dans le vignoble bordelais, surtout quand ils arrêtent de le faire, bien évidemment, ou que leurs achats baissent. Ce vignoble ou ce système repose également sur une assise territoriale, ce sont les campagnes que j'évoquais tout à l'heure et sur lesquelles je reviendrai, et enfin qu'il bénéficie de relations très intenses entre la ville de Bordeaux et les campagnes. Ce dernier point, à mon avis, est une des spécificités majeures du vignoble bordelais. C'est pour ça que sur le titre, on évoquait un modèle de civilisation dans l'ouvrage, parce qu'il élève Bordeaux et ses campagnes viticoles au rang d'autres vignobles qui ont des relations très étroites avec leurs campagnes. Je pense aussi bien à Porto et au vignoble du Haut-Douro qu'à Florence et Sienne, par exemple, avec différents vignobles de Toscane. Donc ce vignoble
est frappé par une crise. Celle que nous vivons est sans doute d'une ampleur majeure, car polymorphe. Alors, le mot qui serait un peu à la mode aujourd'hui, ce serait de parler de polycrise. Je ne sais pas si on peut le dire ici, mais en tout cas, cette crise, elle est à minima, et j'insiste, à minima, économique, sociale et environnementale. Alors, la crise économique, eh bien, elle est marquée bien évidemment par une diminution des ventes et une chute du prix du vin au tonneau. Je pense que pour cela, on peut essayer d'explorer les différents marchés, à commencer par le marché national, où là, le vignoble bordelais réalise 55% de ses ventes, ce qui dit l'ampleur qu'il y a toujours encore sur le marché national, avec 3 tendances de fond. La première, je vais être très bref, c'est le fait qu'il y a des changements structurels dans la consommation des vins. Nos concitoyens et concitoyennes boivent moins de vin. Attention, en volume, pas forcément en valeur, mais en tout cas en volume, effectivement, il y a une diminution. Ça veut donc dire que cette diminution en volume, mais pas forcément en valeur, touche surtout la base des pyramides des vignobles et notamment la base des vins qui sont peut-être les moins valorisés. Deuxième tendance importante, je prends là des statistiques qui viennent du ministère de l'Agriculture à travers France Agrimaire. Je vous donne juste un exemple ici. Il y a une baisse des ventes en hypermarché. Alors, vous le voyez sur le graphique, c'est le graphique lui-même joue un peu sur les écarts qu'il y a et la manière dont il est constitué. Mais on a une chute des ventes en hypermarché. Même chose en supermarché, je vous passe le document. Mais bien évidemment, on s'inscrit là dans une tendance qui est une difficulté pour le vignoble bordelais et les autres vignobles français, mais qui, bien évidemment, intervient sur les problèmes de mévente. Troisième caractéristique majeure pour comprendre le vignoble bordelais, Martin Culbert-Tafon, dans l'ouvrage Vignoble, sur le Bordeaux et ses vignobles, évoquait très bien cela, c'est le fait que le marché des vins de Bordeaux soit scindé, pour caricaturer un petit peu, en deux parties. D'une part, des grands crus classés, approximativement 300 châteaux, seulement 3% excusez-moi, des volumes, mais 20% du chiffre d'affaires, qui globalement, on peut imaginer, vont relativement bien. Et à l'inverse, eh bien, les vins de Bordeaux les plus simples, la base, on va dire, qui sont essentiellement vendus en supermarché, par exemple, et qui fait que, justement, cette base est en difficulté aujourd'hui. Alors, j'évoquais les ventes en supermarché parce qu'aujourd'hui, c'est 6 bouteilles sur 10 pratiquement qui sont consommées en supermarché. Et en l'occurrence, Bordeaux, qui est très bien positionné, perd, je dirais, de son influence à l'intérieur de ce qui est proposé dans les supermarchés. Je vous cite ici, toujours dans ce rapport, cette perte d'attractivité. Je vais lire la phrase qui est proposée là. Les AOP, donc appellations d'origine protégée de Bordeaux, comme l'ensemble des autres AOP, ont connu un recul des achats en volume en 2022, mais celui-ci est nettement plus marqué pour Bordeaux, moins 9%. Ceci est principalement dû à une perte d'attractivité, 37% de pénétration, je vais expliquer, conjuguée à une diminution des quantités achetées par ménage acheteur, moins 4,7% également. Par taux de pénétration, c'est la mesure en fait du pourcentage de ménages qui ont acheté tel ou tel vin une fois dans l'année. Donc là, en l'occurrence, les gens qui auraient acheté au moins une fois dans l'année des vins de Bordeaux, eh bien, sont en recul et en repli. Donc bien évidemment, cela participe aux difficultés que connaît aujourd'hui le vignoble bordelais dans ses ventes. On peut essayer d'aller un petit peu plus loin pour comprendre ça. Alors pardon, excusez-moi, je vais essayer de pousser la barre. Je ne sais pas si je peux, parce que je ne vois pas exactement ce que je fais. Voilà, je la mets ailleurs. Merci, excusez-moi. Le vignoble bordelais, qui couvre 24% des ventes en supermarché et hypermarché, a bien évidemment une place très importante, mais il est en train d'être talonné par d'autres vignobles très offensifs, comme les Côtes-du-Rhône, la Loire et d'autres, qui font que petit à petit, eh bien, les ventes ont tendance à reculer. Deuxième élément, alors pardon, voilà, deuxième élément important, c'est la trop faible valorisation des vins de Bordeaux. Je vous avoue que j'étais assez impressionné en voyant que le prix moyen de la bouteille des vins de Bordeaux vendus en super et en hypermarché est de 8 €, c'est-à-dire, pardon de le dire ainsi et pardon à nos amis du Beaujolais, mais c'est moins finalement que le Beaujolais, qui est un des vignobles parmi peut-être ceux qui sont assez mal valorisés, frappés par une crise, et ça dit bien à quel point il y a à Bordeaux un écart très important entre les grands châteaux que j'évoquais et la base qui vend sur des vins bien moins valorisés
est bien moins attractif pour les consommateurs. Or, à ce propos, alors, pardon, le graphique que je vais vous montrer est un petit peu ancien. Pardon, j'oubliais ça. Pardon, excusez-moi, j'oubliais. Tout cela est conforté par le bilan de commercialisation des vins de Bordeaux en 2022, qui montre effectivement que ce sont bien les vins entre 3 et 5 euros la bouteille qui sont frappés par cette crise et qui sont ceux aujourd'hui qui se connaissent de grosses difficultés. Alors, je le disais, ceci est marqué, en fait, et répond à un problème d'image. Donc, le document que je vais vous montrer ici est un peu ancien, mais ce qu'il ressort de la vision qu'ont les consommateurs et consommatrices de Bordeaux, c'est qu'il s'agit d'un vin de grande qualité, qui inspire confiance et qui fait figure en fait de classique. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi cela, sur lequel je vais revenir un petit peu plus loin, c'est que Bordeaux n'est pas associé à l'idée de partir en voyage, de penser aux vacances, justement à mon sens, et je vais essayer de travailler sur ces questions-là, parce que le vignoble bordelais est trop peu connu auprès des consommateurs, consommatrices ou des touristes. À ces difficultés nationales répondent des difficultés internationales. Je vais essayer d'être beaucoup plus bref, donc 45% des ventes, c'est dire aussi l'ampleur. Bordeaux se trouve dans une situation, pardon, de manière générale, hein, je vais partir des marchés internationaux, la situation est plutôt favorable, mais relativement mitigée. Ces dernières années, la baisse de la production mondiale avec une fourchette de 260 millions d'hectolitres, c'est à peu près stabilisé et plutôt en baisse. Alors certes, il y a également une baisse de la consommation mondiale qui serait autour de 230 millions d'hectolitres, qui montre qu'il y a un décalage entre la production et la consommation, donc ça pèse sur les prix globaux sur les marchés, et qui fait que finalement, il y a une concurrence accrue sur laquelle je vais revenir un petit peu plus loin. Mais si on s'intéresse toujours à ce rapport, un deuxième rapport pardon, de France Agrimaire, eh bien, on se rend compte en fait qu'en valeur, le vignoble français se place relativement bien, étant donné que nos ventes en valeur ne cessent de progresser. Et Bordeaux, effectivement, s'inscrit plus ou moins bien dans cette dynamique. Si on s'intéresse cette fois, toujours avec ce bilan de commercialisation, aux ventes générales de Bordeaux, on voit un phénomène qui est intéressant, qui est la croissance de la valeur, alors qu'il y a une diminution des volumes qui sont vendus. Là, on peut imaginer que ce sont les vins les plus valorisés, je vais donner quelques exemples après, qui se vendent finalement relativement bien et qu'encore une fois, c'est la base qui est frappée, là aussi sur les marchés internationaux. Mais il est intéressant de remarquer comment dire, ce croisement des deux courbes qui témoigne en fait d'une assez forte résilience du vignoble bordelais. Si on éliminait, alors c'est pas le cas bien évidemment, ça a eu lieu, mais si on éliminait la crise du Covid et également le fait que les États-Unis aient mis des taxes à un moment donné sous la présidence Trump qui ont disparu aujourd'hui et qui expliquent donc ce passage, ce trou d'air dans les années 2019-2020, eh bien globalement la valeur des exportations ne cesse d'augmenter. Donc Bordeaux s'inscrit bien dans la dynamique générale. Mais si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, on se rend compte que le principal marché aujourd'hui, c'est la Chine, avec une orientation ces 20-30 dernières années qui s'est profondément marquée et redirigée vers l'Asie, et qui fait qu'aujourd'hui l'Asie et la Chine en particulier sont devenus un marché excessivement important. En volume, en valeur, vous le voyez, c'est encore le cas. La Chine est toujours première, mais parce qu'elle achète des quantités considérables. Si on s'intéresse à la ventilation des ventes, donc j'ai pris ici seulement deux exemples, on voit la distinction très forte qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Alors, bien sûr, c'est lié au niveau de vie de ces différents pays, mais on voit que la place des Bordeaux génériques est beaucoup plus importante en Chine qu'aux États-Unis, et que, à l'inverse, des appellations qui peuvent être très valorisées, comme Saint-Émilion, Paul-Brol, Fronsac, eh bien, prennent davantage d'importance dans les ventes américaines qu'elles ne le prennent en Chine. Ce qui veut dire que lorsque les exportations chinoises viennent à baisser, eh bien, ce sont davantage les vins moins valorisés qui vont connaître des difficultés. Et c'est bien ce qu'on voit ici, sur un graphique que je vais compléter assez brièvement. J'avais ici les données pour l'ouvrage Bordeaux et ses vignobles qui allait de 1982 à 2019. On voit une tendance sur, vous voyez, pratiquement une vingtaine d'années, petit à petit, d'effritement des marchés européens qui ont eu tendance pour certains d'entre eux à se détourner globalement des vins de Bordeaux et à s'ouvrir à d'autres vignobles, Australie, Nouvelle-Zélande par exemple. Pensez aux Blancs, hein, qui ont été marqués par une très très forte concurrence des vins australiens et néo-zélandais.
et puis un relais qui a été pris en quelque sorte par la Chine et qui a en quelque sorte dissimulé, si je puis dire, ces difficultés. Or, pardon, ça ne veut pas, excusez-moi, voilà, je le fais ainsi. Or, vous remarquerez que la Chine a connu une baisse tendancielle très importante qui concerne d'autres vignobles européens et mondiaux, mais qui fait qu'encore une fois, Bordeaux va être fortement affecté sur les vins de base. C'est moins le cas aux États-Unis. Moins le cas aux États-Unis, vous voyez que la valeur est importante et qui permettrait de dire qu'en matière de résilience, le vignoble bordelais, alors certes, a en quelque sorte pu bénéficier d'un relais par la Chine, mais en même temps a pu, comment dire, travailler sur sa qualité et permettre, je dirais, d'améliorer ses ventes sur certains marchés relativement importantes. Mais tout de même, nous sommes dans une configuration qui est aujourd'hui celle que j'ai pu marquer par une carte que j'avais fait réaliser il y a pas mal d'années maintenant, en 2010, et qui montre à quel point, du fait de l'apparition d'une nouvelle ère du vin autour du Pacifique, eh bien, nous sommes dans un monde qui est devenu véritablement multipolaire, avec une concurrence accrue et de nouveaux acteurs qui font qu'aujourd'hui, eh bien, les ventes sur tel ou tel pays, et pensez à la Chine par exemple, sont devenues beaucoup plus complexes pour les intervenants. Ceci me permet de mettre en évidence une question importante dans le domaine du vin et dans ce qu'on appellerait la planète du vin. C'est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays sont capables de produire des vins de qualité, voire même de très grande qualité. Je pense autant à l'Australie qu'au Chili ou à l'Argentine, par exemple, ou à l'Afrique du Sud. Même si c'est pas le gros de leurs ventes, ils ont quand même comment dire, quelques producteurs qui font des vins de très grande qualité. Ça veut donc dire, en fait, que sur les marchés internationaux, mais nationaux aussi sur d'autres méthodes, l'image du vin est devenue très importante, puisque on pourrait considérer qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont capables de produire des vins de qualité. Eh bien, tout se déporte sur ce qui va être en quelque sorte les autres paramètres, et notamment l'image du vin. Je reviendrai sur cet élément-là un petit peu plus loin, parce qu'à mon avis, il est fondamental pour comprendre les difficultés du vignoble bordelais. Ce vignoble est traversé par une crise sociale. Alors, je vais essayer d'accélérer parce que je vois que le temps passe décidément très vite. Crise sociale que l'on peut voir de deux manières. Tout d'abord, interne au vignoble lui-même. Lors de la crise, une cellule a été mise en place par la préfecture et la chambre d'agriculture sur un peu plus de 1300 répondants, sur un peu plus de 5000 viticulteurs, excusez-moi. 1300 professionnels ont répondu être en situation de difficulté, soit pas loin du tiers des effectifs, et on peut considérer que 70% des exploitants aujourd'hui auraient des revenus inférieurs au SMIC, ce qui en dit long par rapport à leur charge de travail, contraintes qu'ils peuvent avoir, les difficultés qu'ils ont à vivre de la production de vin. Tout cela s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général que je vais passer de diminution du nombre d'exploitants en France, mais je vais passer pour gagner du temps, mais également en Gironde. Vous le voyez ici sur ce schéma, il y a eu une chute. Alors ici, il s'agit des déclarants, donc des gens qui ne sont pas forcément en situation professionnelle, mais elle montre la chute très très rapide de 1966 à 2016. On est passé de 40 000 à moins de 5 000 déclarants de récolte. Et deuxièmement, le fait que les gens qui perdurent, eh bien, ont des exploitations qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus volumineuses et parfois orientées davantage vers une course au volume qu'une recherche peut-être de qualité, comme c'est le cas pour certains vignobles de base. Deuxième point important à évoquer sur les menaces très fortes qui pèsent sur le vignoble bordelais, je vais passer ça, c'est l'âge très élevé en fait des viticulteurs et des viticultrices, plus pour le côté homme, vous le voyez, puisqu'on considère qu'un viticulteur sur deux aujourd'hui a plus de 50 ans et n'a pas forcément de repreneur, ce qui est bien évidemment une difficulté majeure. Or, deux choses à ce propos. Tout d'abord, il en va du maintien des paysages et des particularités du vignoble et de sa typicité, si je puis dire, d'un point de vue régional, mais aussi, ça montre en fait une difficulté et là une grosse ombre d'un point de vue de la résilience, c'est la capacité justement à répondre à cela, parce que, je tenais à le rappeler, certaines appellations d'origine contrôlée du vignoble ont des prix du foncier qui sont très très élevé et qui fait qu'il est absolument impossible, très très difficile d'installer de nouveaux exploitants et notamment des jeunes. Je vous donne deux exemples. Saint-Julien dans le Médoc, 1,8 million d'euros l'hectare, Pomerol, 2 millions d'euros l'hectare en moyenne, ça veut dire que ça peut être beaucoup plus élevé.
et d'autres appellations moins peut-être prestigieuses, mais qui font tout autant des vins de qualité, comme Bourg, sont par exemple à 21 000 euros l'hectare, ce qui est quand même relativement élevé, et les plus bas sont dans les Bordeaux génériques à 15 000 euros l'hectare. Ça veut donc dire qu'il y a des secteurs où on va avoir un vieillissement très marqué et qui, bien évidemment, obère le futur du vignoble. Cela se double d'une crise territoriale qui marquent les campagnes girondines. Alors, je voulais évoquer, vous allez voir, c'est assez délicat comme sujet, le fait qu'une bonne partie des petites villes ou bourgs du vignoble bordelais sont en situation de pauvreté et de difficulté. Les deux premières, Sainte-Foy-Castillon, sont suivies par une ville, et ensuite, de nouveau, on retrouve des communes du vignoble qui font que si je le cartographie, en prenant ici les médianes des revenus, mais vous voyez un contraste très très fort entre l'est et l'ouest du département. Et à l'est, dans les secteurs qui sont les plus viticoles, eh bien, j'y trouve aussi des communes qui sont aujourd'hui en grosse difficulté. Alors, certes, c'est un problème complexe dans lequel le monde vitiviticole n'est pas totalement responsable, bien évidemment, mais tout de même, il y a certainement quelque chose qu'on peut essayer de noter. Si je prends l'exemple de Pauillac, par exemple, commune qui, je vous le rappelle, a 18 grands crus classés de 1855, dont 3 des 5 premiers crus, eh bien, c'est une commune qui est pauvre aujourd'hui, je vais vous montrer quelques images, et qui est marquée par un taux de chômage très important, de 19% aujourd'hui, alors que la moyenne nationale est à 7,4%. Je vous montre ici des témoins ou des signes, si je puis dire, de cette crise qu'enregistre la ville de Pauillac, mais qu'on retrouve dans d'autres communes. C'est le fait que des devantures postiches de magasins ont été créées. Vous voyez qu'en fait, c'est une vitrine qu'on dit virtuelle ici, mais en fait, c'est un autocollant, mais c'est une peinture qui a été faite pour faire croire qu'il y a toujours des commerces. Et si vous allez à Pauillac, ben, vous croiserez une multitude de commerces aujourd'hui qui sont fermés, parfois depuis assez longtemps, et qui témoignent véritablement de difficultés très fortes. Le tourisme pourrait très certainement être un relais, on va en reparler un petit peu plus loin, mais pour l'instant, pour rester à Pauillac, ben, je suis désolé de dire qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à y faire d'un point de vue vitivinicole en matière de tourisme, à part 2 ou 3 domaines in situ qui ont ouvert leurs portes au tourisme. Sinon, il n'y a qu'un seul bar à vin et qui dépend en fait d'une chaîne d'hôtellerie nationale. Donc voilà. Sinon, c'est une déprise qui est très impressionnante avec un délabrement des immeubles qui est assez marqué. Et à mon sens, qui renvoie à un très fort manque d'animation territoriale et de développement d'une activité touristique dans cette commune-là, qui, je le rappelle, est à peine à 1 heure de Bordeaux, une demi-heure des plages, et souvent on dit oui, mais le Médoc est enclavé. Ben non, à la même hauteur, il y a énormément de touristes français et étrangers qui vont sur les plages. Preuve en est qu'il n'y a pas d'enclavement à la matière et que c'est davantage un problème d'attraction, de captation des touristes qui se fait ici et sur lequel il faudrait, j'imagine, davantage travailler. Il y a donc, à mon sens, un problème de manque d'entraînement des campagnes par le vignoble. Même des villes qui, vous le voyez, peuvent être environnées de châteaux prestigieux, sont dans une crise assez importante qui nuit globalement à l'image du vignoble bordelais et imaginez ce que peuvent en ressortir des touristes qui vont être présents. Je me permets de demander à Nachidil et Manon, est-ce que j'ai un petit peu de temps parce que je vois qu'il est déjà 28 ou est-ce que je passe certains aspects? On peut aller jusqu'à moins le quart pour avoir quand même un quart d'heure de discussion. Ouais, merci, très bien, merci beaucoup et j'en suis désolé. Je vais essayer d'être assez rapide pour évoquer troisième point, une crise environnementale. Alors, je vais là aussi être bref sur certains aspects puisque Sébastien Zito en parlera, mais je voulais évoquer le dérèglement climatique d'une part, et également, j'ajouterai une deuxième épée de Damoclès, je ne sais pas si Sébastien Zito en parlera, mais c'est la chute de la biodiversité, qui est un problème majeur, hein, qui touche non pas le vignoble bordelais en particulier, mais le monde en général et les campagnes de manière beaucoup plus particulière. Or là, en la matière, je pense que dans la réponse qui est apportée, désolé de le dire, je pense que le vignoble bordelais est en retard pour ce qui concerne les pratiques environnementales et ce qui, comment dire, peut en témoigner comme image. Alors certes, le vignoble bordelais en vert foncé les surfaces, en vert clair les conversions, et le premier département pour la Gironde en termes, comment dire, de bio, avec 13 000 hectares approximativement.
C'est effectivement le premier département toujours en termes d'exploitation vitivinicole. Donc oui, on peut mettre en avant qu'il y a un développement du bio et qui a, comment dire, été marqué par un très fort rattrapage dans le vignoble bordelais. Mais si on passe en valeur relative, comme je vais vous le montrer, eh bien la Gironde rétrograde à la 12e place, si je ne me trompe pas, pour les superficies. C'est dire à quel point il y a un retard tout de même du vignoble, et à la 7e place pour les exploitations. Là aussi, je pense que c'est une des données, je vais revenir là-dessus dans un instant, qui devrait être davantage poussée. Or, pour l'instant, en matière de résilience, eh bien, le vignoble s'est davantage accentué à pousser en avant et à mettre en avant le label HVE, haute valeur environnementale, qui a été critiqué à plusieurs reprises. Je fais ici référence à une page du Monde et à une note confidentielle qui avait été donnée au ministère de l'Agriculture, et qui montre à quel point, en fait, l'HVE est relativement facile à atteindre pour les exploitants viticoles, puisqu'il était calculé principalement sur un chiffre d'affaires. Un rapport qui a été celui de la Cour des comptes de octobre 2021, qui là aussi attaque le HVE en évoquant le fait qu'il n'y a pas suffisamment de garanties environnementales et que finalement ce label ne veut pas dire grand-chose. Donc à mon sens, nous avons là quelque chose qui est relativement connu par l'opinion publique et qui, comment dire, fait pâtir d'une image assez négative dans l'opinion publique, le vignoble bordelais. Très nettement auprès des jeunes, hein, c'est assez impressionnant, hein, je me rends compte auprès des étudiants et étudiantes de l'université, il y a une image ici qui est très défavorable. Or, je me permets de citer les travaux de Nachidil Rouaille et d'autres intervenants avec qui elle avait travaillé. Eh bien, le no-tourisme devrait davantage se servir de cette transition écologique, et inversement, si je puis dire, cette transition écologique devrait aussi nourrir le no-tourisme pour être dans une interaction forte et accroître l'image du vignoble bordelais. Crise économique, crise sociale, crise environnementale, vous doutez bien que tout cela débouche sur une crise politique dont témoigne l'actualité, je dirais, politique à différentes échelles, nationales ou locales, dont je ne vais pas parler ici de manière à gagner du temps. Mais nous sommes bien face à une crise qu'on pourrait dire polymorphe. Je vous propose de vous montrer une vidéo. Alors, pardon, je dois faire une petite manipulation peut-être pour changer. Je vais partager mon écran pour vous montrer ce que peut être, et pardon, j'ai oublié, je crois, de cliquer, voilà, partager l'audio, courte vidéo qui a été celle faite par le vignoble de la Barossa en Australie, et qui, à mon sens, montre ce que pourrait être un vignoble du XXIe siècle et tout le chemin qu'il y a à faire. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Alors, pardon, j'ai essayé de la couper. Pour revenir sur ma présentation, je vais revenir sur ma présentation. Voilà, pardon, j'en étais là. Ce serait, à mon sens, que l'on pourrait évoquer à propos de ce que pourrait être un vignoble du XXIe siècle à travers cette vidéo, et ce qu'on pourrait appeler des aménités, qui aujourd'hui, si je replace dans cette idée que une bonne partie des vignobles ont des productions de qualité, eh bien, ce sont tous les autres éléments qui vont jouer, environnementaux, paysagers, vous l'avez vu ici, la gastronomie, les paysages, le patrimoine, etc., etc. Choses qui sont, à mon sens, trop peu montrées dans le vignoble bordelais. Et à mon sens, il semble intéressant justement d'essayer de mettre un peu de lumière sur ce vignoble et d'essayer de territorialiser davantage le vignoble bordelais.
C'est à mon sens un des leviers forts comment dire, de la sortie de crise, ce serait de travailler sur cette image qui pourrait cette fois essayer de développer un cercle vertueux pour petit à petit entraîner une meilleure image. Alors, ça pourrait se faire, première chose, par une complexification de l'offre touristique. Je vous propose, je vais être très bref, malheureusement, excusez-moi, de mener une petite expérience que j'ai réalisée moi-même pendant les vacances de Noël, c'est d'aller en fait récupérer une des vitrines en fait du vignoble bordelais, qui est cette brochure qui vous est distribuée à l'office de tourisme et qui vous permet en fait de rentrer dans l'office de tourisme. Alors, pardon, je vais être très très bref, mais en fait, ce qu'on y trouve, ce sont deux choses. La première, eh bien, c'est essentiellement des choses qui sont orientées autour de, on va dire, la vinification, les cépages, l'assemblage, la dégustation. Deuxième chose, cette entrée, alors j'imagine que ce sont les entreprises qui paient, mais elles mettent très franchement en avant les exploitations viticoles et en l'occurrence les châteaux. Peu de coopératives, pas de négociants et pas d'autres activités, alors qu'elles sont relativement riches dans le vignoble bordelais. Certes, on évoque un petit peu les paysages ou le patrimoine, pour être franc, on évoque Saint-Émilion ou l'abbaye de la Sauve-Majeure dans l'Entre-deux-Mers, mais globalement, ce qui apparaît finalement, c'est que c'est le château qui est mis en avant. Et je renvoie aux travaux d'un de nos collègues, géographe à l'Université Bordeaux-Montaigne, Michel Réjalot, qui a évoqué cette logique du château qui s'est en quelque sorte accaparée d'autres dimensions qui pourraient être plus collectives. Et pour mon propos, ce qui manque ici, c'est une dimension peut-être davantage villageoise. Alors, j'avais un exemple à donner, je vais passer, qui est malheureusement assez intéressant, qui a été fait par des étudiants en 2018 sous ma direction sur l'appellation Blaye Côte de Bordeaux. Et ils ont analysé la vitrine qu'est Internet sur 64 domaines en vente directe avec 1037 photos. Eh bien, je vous prie de croire que, à part des images pratiquement de dégustation, de tonneaux, etc., on voit finalement très peu le Blayais et c'est bien dommage. Et on ne voit par exemple la citadelle que 26 fois. Et dès qu'on s'éloigne un peu de la ville de Blaye même, elle disparaît, alors qu'un touriste étranger, bien évidemment, ne fera pas la différence entre tel ou tel village. Et donc il y a quelque chose qui est donc très fermé sur les cépages, la vinification, la dégustation, etc. Dans le vignoble même, on y trouve peu ou pas d'informations, très très peu de pancartes explicatives. Les seules qu'on trouve se situent à Saint-Émilion, sur les ronds noirs que vous avez là. Alors je vais être bref parce que, pardon, j'explose complètement mon temps de parole, j'en suis désolé. Mais globalement, la plupart des pancartes reviennent à cela. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. Elles sont importantes, elles ont une dimension historique, mais toutes les pancartes fonctionnent sur ce même système quasiment qui est historique. Et parfois, on vous explique ce que vous ne voyez pas, ce que je trouve quand même un petit peu étrange. Alors, pour une des pancartes, pourquoi pas, mais globalement, on ne vous montre pas ce qu'on pourrait percevoir. Si on prend l'exemple de celle qui se trouve le plus au sud, vous êtes face à un panorama dont la pancarte ne parle absolument pas, elle évoque uniquement le bourg, alors que on pourrait travailler sur des éléments plutôt vitivinicoles, on pourrait travailler davantage sur, pardon, excusez-moi, j'ai un changement à faire, sur des éléments qu'on va dire historiques et sociaux, par exemple, ce qu'on appelle des borderies, alors pardon, ça passe pas toujours, excusez-moi, voilà, ça s'est déclenché. C'est par exemple, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, vous avez ici une borderie traditionnelle que je vais montrer dans un instant. On pourrait travailler aussi sur des éléments que j'ai dit naturels, entre guillemets, c'est notamment le triptyque plateau, coteau, plaine, pour essayer de l'expliquer, notamment expliquer le relief que vous avez, ou encore, parmi d'autres éléments, l'occupation humaine, qui à mon sens est très intéressante à travailler, puisqu'elle est marquée par de très fortes densités humaines liées à la présence d'un vignoble. Or, tout cela n'est pas expliqué, hélas, je trouve ça dommage. En Alsace, il y a des pancartes, par exemple, à différents endroits dans le vignoble qui vous permettent de mieux le comprendre, et puis aussi d'effectuer des parcours, d'effectuer des randonnées qui vous permettent de mieux comprendre le vignoble. Dans le vignoble bordelais, dans certains espaces, il y a bien des randonnées qui sont proposées, mais regardez, le Médoc, par exemple, ou une partie de la rive gauche de la Dordogne, eh bien, il n'y a quasiment pas de randonnée, et puis je serais tenté de dire, le touriste, on se demande pratiquement ce qu'il peut y faire, encore une fois, peut-être à part déguster, mais c'est à mon sens peut-être bien dommage d'en rester là. Je pense qu'il faudrait davantage explorer Bordeaux et les campagnes girondines. Bordeaux,
ça va de soi, il y a des choses qui sont faites en la matière, mais si vous passez sur les quais de Bordeaux, rien ne vous explique ce que sont les chartrons. Et là aussi, je trouve ça très dommage parce que les chartrons, à mon avis, sont uniques au monde. Alors, j'ai eu un débat un jour avec une collègue géographe que je salue au passage, Sophie Nyon-Darmaillat, qui me rappelait que dans le vignoble de Rérès, il y avait aussi des chais qui étaient assez considérables. Mais je pense tout de même que Bordeaux, en la matière, a quelque chose qui est un patrimoine absolument essentiel et qui d'ailleurs est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Ce serait encore des spécificités des campagnes, et je vais terminer avec ça. Ce serait par exemple les celliers très particuliers qui sont faits avec des chais non voûtés, comme vous pouvez le voir ici à Saint-Émilion ou sur cette photo de la borderie que j'évoquais tout à l'heure, qui serait davantage, à mon avis, à interpréter, à développer. Ce serait aussi, bien sûr, ce qu'est un château bordelais. Je renvoie encore une fois aux travaux de Michel Réjalot, et ce qu'on appelle le chai médocain, qui est une invention en fait de la ville de Bordeaux et de ses campagnes, et qui s'est petit à petit propagé dans une bonne partie des vignobles mondiaux. Ils ne sont absolument pas exploités en tant que tels et en tant que, je dirais, patrimoine. Ce serait encore quelque chose que mettait en avant le géographe Philippe Roudier, le portail du château, par exemple, qui est une caractéristique majeure, ou peut-être dernier exemple, les jardins d'agrément, qui font partie là également du patrimoine des châteaux et qui sont, avec le Pain maritime par exemple, un autre marqueur identitaire très très fort, absolument pas développé. Il y aura encore d'autres caractéristiques qui touchent au bourg et comment dire, aux petites villes du vignoble qui sont absolument pas exploitées, et je trouve ça bien dommage parce qu'elles ont elles-mêmes un patrimoine très riche du fait de leur architecture, du fait de l'utilisation de la tuile canal qui renvoie à l'occupation romaine, à l'utilisation d'une pierre blonde dont Bordeaux a été, qui a permis de construire aussi des édifices de Bordeaux par exemple, autant d'éléments qui témoigneraient, alors je ne vous montre pas ici, d'une vie très riche qui serait celle d'un sud-ouest de campagne girondine, avec une vie qui pourrait être marquée notamment par la présence de marchés, ce qui pose souci à certaines des communes qui n'ont même plus de marché. Je pense à Margaux ou à Saint-Émilion, qui sont pourtant des vitrines et qui ont un caractère quand même, il faut bien le dire, un petit peu décevant, tant il n'y a plus pratiquement d'habitants ou d'activités autres que la vigne qui s'y développe. Donc je pense, à mon sens, qu'il faudrait davantage mettre en lumière ces villages, ces petites villes, essayer de développer des aménagements territoriaux. Permettez-moi une petite référence au vignoble nantais, auquel je suis assez attaché, comme le rappelait Nachidil. Les viticulteurs et viticultrices de la commune de Château-Thébault, dans le cadre du voyage à Nantes, grosse opération culturelle, on va dire, avec des retombées nationales et internationales, eh bien, ont développé un porte-vue qui leur permet d'amener leurs consommateurs de bénéficier d'une meilleure image du vignoble et petit à petit de se faire connaître. Il faudrait donc, à mon sens, je terminerai avec ça et pardon pour le retard, davantage mettre la lumière sur les bourgs et les petites villes. Un exemple, celui-ci, avant de le nommer, vous remarquerez qu'on a ici un panorama quand même très agréable. On peut très bien imaginer aller là, en fin de soirée, à l'heure bleue, déguster des vins, davantage découvrir le vignoble. Or, il s'agit de Castillon, qui est, hélas, je dirais, à l'écart un petit peu d'une bonne partie du développement touristique qui se fait dans le vignoble bordelais. Pour en terminer, promis, cela nécessiterait bien évidemment un travail d'aménagement, c'est-à-dire de développer l'inscription territoriale du vignoble bordelais, je le disais assez paradoxalement, mais d'y mettre davantage de rural, davantage du ville, donc d'en amener une ruralisation et une urbanisation, si je puis dire, de l'image que l'on peut avoir du vignoble, mais d'y accoler, comment dire, une sorte de prototype paysager. C'est donc tout un cercle vertueux qui est à construire pour aller vers le vignoble de demain que j'évoquais, qualitatif, respectueux de l'environnement, orienté vers une durabilité économique et sociale, riche d'une histoire et d'une géographie importante, et qui, enfin, nécessiterait, pour travailler cela, d'enclencher deux autres dynamiques, une animation territoriale qui manque complètement dans certaines campagnes girondines, il faudra absolument travailler la question, et puis, enfin, je plaide pour ma partie, développer des relations entre l'université ou les universités de Bordeaux ou les écoles et le monde professionnel. Voilà, je vous remercie. Désolé pour ce temps un petit peu long. Merci beaucoup, Raphaël. On a une dizaine de minutes pour discuter, donc on va quand même pouvoir
prendre des questions. Vous pouvez alors continuer à écrire quelques questions si vous en avez. Moi, je vais essayer de les retranscrire. Alors, j'ai déjà noté les différentes questions et je vais essayer de vous les retranscrire de manière un petit peu thématique pour qu'on puisse cadrer à travers les différentes thématiques que vous avez abordées. En commençant peut-être par une question un petit peu globale et disons à la fois économique et viticole. Je pense que vous avez parlé dans le début de votre propos de l'arrachage sanitaire, notamment de certains vignobles. Est-ce que l'enjeu n'est pas au fond très économique et est-ce que la donne économique n'est-elle pas plus importante que les enjeux viti ou les enjeux liés à la pression qu'elle soit liée au gel, liée à la grêle ou ce genre de choses? Est-ce que le fin mot de l'histoire n'est-il pas quasi uniquement économique finalement? Pardon, j'ai pas bien compris le sens de la question, c'est-à-dire le fait d'arracher ne serait que économique? Que ça n'aurait pas grand-chose de sanitaire finalement et que ce serait Ah plutôt oui, une pardon, vision j'avais pas. économique derrière. Oui, alors oui, bien sûr, j'ai pas suivi le montage du dossier, mais je pense que ça a été fait de manière à pouvoir bénéficier de fonds européens, me semble-t-il, et c'était une manière de faire passer ça, parce que, alors je ne suis pas spécialiste et loin de là, et surtout pas juriste, mais on n'a pas le droit d'arracher et de donner des primes à l'arrachage comme ça, hein. C'est un domaine qui est très très contrôlé, en tout cas pour avoir des subventions, c'est-à-dire effectivement un professionnel ou une professionnelle peut arracher des vignes, mais n'aura pas de subvention. Alors là, les subventions qui sont accordées, elles dépendent de tout un cahier des charges et d'une réglementation. Donc oui, je pense que effectivement c'est le cas. Autre question, alors là plutôt du côté de la consommation. Vous abordez la question du marché chinois qui a été quand même finalement une sorte de souffle d'air frais pour le vin de Bordeaux, pour les exportations bordelaises. En même temps, on est face à un marché qui est excessivement volatile. On l'a vu notamment en 2020 lors du Covid avec une chute de plus de 17% de la consommation de vin en Chine, donc quelque chose par rapport à 2019. Est-ce que finalement on ne fait pas face là à des choix qui peuvent être peut-être un peu pas forcément problématique, mais en tout cas risqué pour Bordeaux de se concentrer sur ces marchés émergents, ces nouveaux marchés qui sont peut-être très porteurs, mais peut-être très complexes aussi? Si, complètement, et certainement, oui, c'est un danger, hein. Sur l'un des documents que je vous ai montré tout à l'heure du CIVB, il était indiqué que les 10 premiers pays couvrent à peu près, de mémoire, 77%, je crois, on va dire 80%, des ventes. Donc oui, comment dire, les ventes à l'international sont très très concentrées sur certains pays. J'étais assez surpris de voir apparaître la Côte d'Ivoire. Alors j'imagine que c'est une partie des gens plutôt aisés qui consomment du vin. Mais voilà, là aussi, on a un marché qui est quand même très très particulier, et donc le fait d'être concentré sur certains pays est effectivement une prise de risque assez importante, c'est certain, c'est certain. Mais nous sommes dans un environnement qui est devenu hyper concurrentiel, avec des régions du monde qui parfois aujourd'hui privilégient d'autres comment dire approvisionnements. J'avais été frappé il y a quelques années en Angleterre de voir des supermarchés dans lesquels aujourd'hui il n'y a plus une seule bouteille de vin de Bordeaux, qui contribue à une sorte d'agribashing, Bordeaux bashing anglais, mais ça témoigne tout de même de quelque chose. Alors les ventes de vins en valeur se développent en Angleterre, mais c'est certainement des vins de grande qualité, plutôt vendus chez des cavistes, et dans les supermarchés, petit à petit, il y a une perte. Donc oui, il y a un danger. C'est certain, en matière de résilience, c'est un danger, mais bon, je ne suis pas négociant, j'imagine qu'ils essayent de pénétrer d'autres marchés, et j'imagine que c'est certainement très compliqué, du fait notamment de la concurrence, hein. On ne l'a pas évoqué ici, mais pensez qu'aujourd'hui, les vins italiens n'ont peut-être pas grand-chose à envier en termes qualitatifs, et peut-être même encore davantage. Je pense qu'ils sont assez offensifs en la matière, en termes d'image. L'Italie a fait des progrès spectaculaires en termes de qualité et d'image. Et aujourd'hui, je pense au marché américain, c'est très impressionnant de voir à quel point les vins italiens sont en poupe, avec des paysages qui sont d'une grande beauté. Je pense à une des régions
vignoble italien qui a été les plus en pointe ces dernières années, c'est le vignoble de Barolo et de Barbaresco qui, en 20 ou 30 ans, sont passés d'un vignoble qui était absolument méconnu à aujourd'hui un des vignobles les plus recherchés au monde. Donc il y a une concurrence très très forte, c'est certain. Est-ce que cette question, elle n'est pas aussi liée finalement au mode de consommation, dans le sens où vous parlez là du vignoble italien. On sait que depuis quelques années, on a aussi des modes de consommation qui sont orientés vers la mixologie, donc la dégustation de cocktails, ce genre de choses. Le Prosecco a énormément gagné à cette ouverture à ces nouveaux modes de consommation, avec notamment le spritz, qui est, enfin, l'apérol spritz, qui est devenu un cocktail particulièrement prisé. Vous parliez de vin qui fait voyager ou d'alcool qui fait voyager à un moment donné dans votre présentation. Est-ce que là, dans le cadre du Bordelais, on voit dans le cadre du Cognacé qu'il y a eu ce virage qui a été pris dans ce mode de consommation un petit peu différent, en tout cas orienté vers notamment les cocktails, orienté vers un public plus large que celui qui était initialement le public consommateur de cognac. Est-ce que c'est pas là aussi l'une des branches ou voies à prendre, à suivre? Si, certainement. Et en vous écoutant, je pense, comme beaucoup de gens, certainement au vin de Sauternes, qui effectivement ont essayé davantage de s'intégrer dans cette mixologie, l'ouverture sur d'autres alcools, des cocktails, etc. Mais comment faire? Et c'est une question que posait, pardon, son nom m'échappe, une économiste américaine. C'était comment faire pour devenir un des plus grands vignobles au monde? Je pense qu'il faut cocher en termes de pénétration des marchés, non pas en termes de quantité. Il faut cocher énormément comment dire, de qualité, et parmi ces qualités, bah, c'est ce que j'évoquais, des vins qualitatifs au point de vue organoleptique, mais aussi au point de vue environnemental, qui ont une histoire très riche à raconter. Voilà, autant d'éléments. J'ai pas évoqué Sauternes, mais le Sauternais a également des paysages de très très grande qualité. En ce qui me concerne, je suis toujours un peu choqué de voir à quel point, du fait des difficultés, j'entends bien, et de la crise, une partie des clos aujourd'hui sont en train de s'effondrer quasiment. C'est bien dommage. Or, on pourrait imaginer que des touristes qui visitent le Sauternais souhaitent découvrir les villages, les clos, etc., et qu'il y ait un développement qui se fasse en la matière. Or là, pour l'instant, c'est plutôt une image qui nuit. Et lorsqu'on va à Sauternes même, j'imagine que certaines personnes peuvent aussi être un petit peu déçues, parce que dans le village, il n'y a peut-être pas grand-chose qui s'y passe aussi. Donc ça manque peut-être d'une animation territoriale importante. On va du coup terminer sur cet enjeu de la territorialisation et de la mise en tourisme, si vous le voulez bien, avec quelques questions autour de cet enjeu-là. Notamment, alors, vous avez utilisé l'exemple de Barossa. C'est assez intéressant parce que ce qu'on voit dans les images que vous nous avez montrées, c'est plus au-delà de l'œnotourisme, finalement. Ce qu'on voit, c'est un tourisme patrimonial, paysager et surtout gastronomique. Est-ce que finalement, c'est aussi des dynamiques qu'on peut retrouver aux États-Unis? Je pense à la Californie, la Napa Valley ou la Sonoma Valley, qui mettent beaucoup en avant ce tourisme gastronomique au-delà du vin, finalement, où le vin est, on va dire, peut-être plus un complément même à l'expérience, mais l'expérience dépasse de loin le vin. Est-ce que c'est cela que vous appelez de vos voeux, ou en tout cas vous pensez que c'est peut-être l'avenir de la redynamisation des territoires viticoles passe par là? Ah, complètement, complètement. Dans le contexte de concurrence internationale que vous évoquez, et aussi des attentes des consommateurs ou consommatrices français et françaises, les gens ne veulent plus seulement boire un vin, mais veulent bénéficier de tout un imaginaire très riche. Or, en la matière, je pense que Bordeaux pâtit d'une image où justement beaucoup de gens ne savent pas véritablement ce qu'il y a derrière. Typiquement les vins de l'entre-deux-mers. Qui associerait les vins de l'entre-deux-mers à des paysages de très grande beauté, à l'art roman, à la capacité d'y passer des vacances, je dirais, de grande qualité, à pouvoir bénéficier d'une gastronomie qui serait celle, on va dire, d'un sud-ouest plus général, etc., etc. Là, je pense qu'il y a un travail énorme à faire, qui commencera très certainement à Bordeaux même, dans le cadre d'alliances, je pense, de partenariat avec la restauration, par exemple, hein. Hélas, pour un touriste qui va passer à Bordeaux, sauf peut-être certains restaurants de qualité qui font des efforts là-dessus, mais dans pas mal de restaurants bordelais, qui font pas d'ailleurs forcément de la gastronomie,
les vins qui vont être proposés sont quand même pas forcément toujours d'une grande qualité, pâtissent d'un prix relativement élevé et puis n'évoquent pas grand-chose finalement. Donc oui, l'expérience, comme vous le disiez, à mon avis, devient fondamentale pour les vignobles aujourd'hui. Il faut certainement travailler sur cette question-là. Dernière question, parce que du coup, on arrive au bout du Oui, temps, mais je suis je voulais désolé. quand même terminer avec cette question. On a un, un panéliste, enfin, on a quelqu'un qui vous a écouté attentivement et qui s'étonne que vous ne citiez pas du tout la Cité du Vin, qui pourtant reçoit plus de 400 000 visiteurs par an, et puis également certaines actions qui sont mises en place dans le vignoble bordelais, notamment le label Best of Wine Tourism. Donc des initiatives finalement à l'échelle aussi collective qui se développent. Est-ce que ça va dans le bon sens ou au contraire, parce qu'il y a une autre question qui va dans ce sens-là, est-ce qu'au contraire le côté ville capitale qui est Bordeaux ne parasite pas finalement ce qu'il y a autour, les vignobles qui sont autour? Donc j'agrège deux questions, mais Ouais, pour terminer là-dessus. avec des réponses qui vont être compliquées pour les deux. Alors effectivement, j'ai pas parlé de la Cité du Vin, j'ai pas parlé des labels Best of, mais il y aurait des tas de choses qu'on pourrait évoquer. Je voulais l'évoquer en parlant de Bordeaux même pour la Cité. Je l'ai pas fait, mais là aussi, la Cité du Vin déjà n'est pas véritablement sur le vignoble bordelais. Alors il y a des éléments qui concernent le vignoble bordelais, mais ce que j'en ai évoqué, à mon sens, ne transparaît pas. La question du château, par exemple, elle n'est pas véritablement expliquée. Je suis pas sûr que quelqu'un qui visite la cité ait davantage d'informations en la matière. Les labels best-of, oui, on aurait pu prendre cette entrée-là, mais là aussi, elle est, et c'est normal, je dirais, profondément marquée par la structure qui est celle du vignoble, c'est-à-dire des entreprises vitivinicoles. Ce sont elles qui collaborent au best-of. Or, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait ces entreprises et qu'elles travaillent le no-tourisme, bien évidemment. Mais ce qui manque ici, à mon sens, c'est aussi un développement qui se ferait de manière davantage collective, non pas au sens du collectif des professionnels, mais davantage au sens des bourgs et des villages ou des petites villes qui devraient davantage, j'imagine, en partenariat avec les professionnels, s'emparer de la question. Sauf erreur de ma part, alors on va me dire oui, je n'ai pas parlé peut-être de la fête du printemps de Blaye. Bah, je l'évoque alors. Sauf erreur de ma part, à part le printemps de Blaye, qui est comment dire une fête, je dirais, très intéressante et qui vise à dynamiser avec un patrimoine très important, bien évidemment, qui est la citadelle. Sinon, à ma connaissance, il n'y a pas forcément grand-chose d'autre. Et là, c'est un manque profond qui devrait être certainement très résolu d'un point de vue davantage des communes animées par des collectifs de viticulteurs et de viticulturistes, comme je l'évoquais peut-être à Château-Thébot, où là, on a bien une démarche qui est, comment dire, une démarche de développement local sur comment dire, une commune donnée. Ville capitale, oui, j'imagine que ce serait tellement difficile de peser le pour et le contre de ce rôle, mais Bordeaux a comment dire, bénéficie en tout cas des équipements de la ville de Bordeaux, que ce soit un aéroport, que ce soit une gare TGV, une hôtellerie, etc. Je pense que ça bénéficie comment dire, au vignoble. Le fait également qu'il y ait à tout niveau des instituts de formation, des écoles, des recherches, etc. Je pense qu'au contraire, c'est un atout majeur comment dire, dans le développement du vignoble et qui, historiquement et spatialement, ne peut pas se comprendre sans la ville de Bordeaux. Les deux sont absolument intimement liés, ne serait-ce que par le nom, on parle de vignoble de Bordeaux. Je pense que ce serait une erreur comment dire, de ne pas s'intéresser aux deux. Alors là, je ne l'ai pas fait suffisamment, hélas, et je vous prie de m'en excuser faute de temps, mais à mon sens, il est, comment dire, absolument important de combiner les deux, Le chai médocain est inventé dans la ville de Bordeaux par des architectes qui vont le développer à l'extérieur. On pourrait imaginer que, notamment la gastronomie, pour prendre ces exemples-là, comment dire, soit un petit peu plus imaginative, et c'est déjà le cas hein, chez certains restaurateurs à Bordeaux, et que ça entraîne les gens à aller davantage dans le vignoble. Merci beaucoup, Raphaël Schirmer, pour ces réponses plaisir. riches et pour cette
présentation également très riche. On a dépassé un petit peu notre temps, donc on va conclure. Je remercie, non, pas de souci. Je remercie tous les participants, toutes les personnes qui ont posé des questions et qui ont assisté à cette présentation. Je vous rappelle que on a 2 grands rendez-vous qui arrivent rapidement. Le prochain, c'est la dernière conférence dans le cadre des vendanges en ligne, qui sera donc développée par Sébastien Zito, donc chercheur en viticulture, qui va notamment parler de l'adaptation au changement climatique et la question de la transition agroécologique, donc qui fait écho à ce que Raphaël Schirmer a pu évoquer également dans sa présentation. Et puis Raphaël a également parlé de la question de la Chine et de ce grand géant de la consommation, mais un géant volatile. Boris Petrich, le 6 février à la Cité du Vin, dans le cadre des Vendanges du Savoir, viendra nous parler donc de cette thématique, Château Pékin, quand la Chine s'éveille au vin. Donc Boris Petrich, anthropologue et directeur de recherche au CNRS. Donc je vous invite à venir nombreuses et nombreux à la Cité du Vin le 6 février et à vous connecter le 1er février pour notre prochain rendez-vous en ligne. Merci beaucoup. Manon, est-ce que tu souhaites conclure? Non, tu as tout dit. Parfait. Donc, merci à vous deux pour l'animation de cette conférence. Merci Raphaël et merci à tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci, bonne Au revoir. soirée. Merci. Au revoir.